Merci d'être avec nous encore une fois pour ce rendez-vous où on peut s'informer, se divertir, tout ça à la fois dans la bonne humeur. J'espère que vous allez bien à la maison. Avec aujourd'hui Peggy Belland qui est de retour pour nous parler de bien-être, entre autres pour l'automne, la rentrée toute récente, comment décompresser de tout ça. Cinéma avec notre chroniqueur, et je suis très content de l'accueillir aussi, Nicolas Vincent Poirier. Valérie Deslandes qui est hypnothérapeute, elle nous en expliquera les bienfaits bien entendu, mais aussi les mythes et les tabous qui persistent. Aussi, on va parler avec M. Stéphane Boyer parce que vous le savez, vous le voyez dans vos rues, vos quartiers, il y a des pancartes électorales. Après fédéral, maintenant c'est municipal. Alors, c'est un candidat à la mairie qu'on va recevoir un petit peu plus tard pour parler des enjeux et aussi du programme de sa campagne. Aussi, c'est possible pour vos jeunes primaires, secondaires de s'initier à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? On va également par le fait même pouvoir le vulgariser. Aussi, Ray Junior, courte manche, qui est natif de Duvernay, ici à Laval, est vraiment un homme prospère. Comment il en est arrivé à construire des multiples entreprises avec brio. Vous le saurez un peu plus loin avec la sortie récente de sa biographie. Et aussi, c'est une photographe professionnelle. On accueille une nouvelle chroniqueuse. Je suis très content de pouvoir parler avec elle, notamment de vos photos que vous publiez sur les médias sociaux. Quels sont l'ABC pour réussir une photo sur le web, par exemple? Sarah Maud, donc photographe professionnelle, sera avec nous. Bonne émission. Cet automne, c'est évidemment les campagnes électorales municipales qu'on va surveiller sur le territoire lavallois. Nous allons recevoir tour à tour candidats et candidates. On a lancé les invitations et justement, on a répondu par l'affirmative. M. Stéphane Boyer qui est avec nous, qui donc est conseiller municipal de Duvernay-Pontvio, également maire suppléant dans les dernières années. On le sait, M. Marc Demers, d'ailleurs, du mouvement lavallois, ne se représente pas donc dans ce même parti, M. Stéphane Boyer, qui est le candidat à la mairie pour cette élection municipale de cet automne. Merci d'être avec nous, M. Boyer. Un plaisir. Content de vous accueillir. Question qui peut s'avérer peut-être de base en partant, mais pourquoi voulez-vous être maire de Laval? C'est une bonne question. Quand le maire a annoncé qu'il ne se représenterait pas, c'est évidemment une option que j'ai considérée sérieusement. Et la raison qui m'a incité à vouloir me présenter à la mairie, c'est que Laval, je trouve, c'est une ville qui est jeune, qui est dynamique, c'est une ville qui a plein de potentiel. Et il y a des belles choses qui ont été réalisées dans les dernières années, puis je pense que le meilleur est à venir. Moi, ça fait 8 ans que je suis conseiller municipal à la ville, maire suppléant, donc je connais très bien le fonctionnement de la ville, je connais les projets qui sont en cours et je crois être bien positionné au lendemain des prochaines élections pour rapidement pouvoir poursuivre les projets, mettre en branle les choses pour que la ville aille encore plus loin. Donc moi, essentiellement, c'est tout le potentiel que la ville a, les beaux projets qui me stimulent, qui m'intéressent pour me lancer à la mairie puis continuer l'aventure. Est-ce que c'est une continuité? Si les gens votent pour vous, est-ce que c'est une continuité de ce que M. Demers a fait ou vous voulez orienter les choses différemment pour les prochaines années, les 4 prochaines années? Je vous dirais que c'est un peu des deux en même temps. Donc, évidemment, il y a plusieurs grandes orientations, grands projets qui vont se poursuivre. Puis en même temps, j'ai une personnalité qui est différente de celle de M. Demers, donc ça vient avec une nouvelle saveur. Donc, je vous dirais, il va y avoir, c'est un mélange des deux. Mais je crois que Laval a fait des gros progrès, que ce soit au niveau économique, environnemental ou autre, qu'on doit poursuivre définitivement. OK. Et justement, les orientations pour votre campagne, au moment de se parler, votre programme n'est pas encore tout à fait dévoilé, mais si vous pouvez nous en donner justement en primeur quelques-unes de ces propositions aux Lavallois, Lavalloises. Oui, absolument, avec plaisir. En fait, nous, il y a 4 grandes priorités ou orientations qu'on veut mettre de l'avant pour la campagne pour les années à venir. La première, on veut avoir une ville qui a des services de qualité dans les quartiers. Donc, je pense que tout citoyen est en droit de s'attendre à des services de base qui sont excellents. Donc, on veut des bons déneigements, des routes en bon état, on veut un parc qui est accessible, que ce soit en marchette ou en poussette. Quand on appelle au 3-1, on veut que ça réponde rapidement et que les dossiers soient réglés rapidement. Ensuite, deuxième grande orientation, je vous dirais l'environnement. On veut faire des gestes ambitieux pour l'environnement. On sait, je considère que l'environnement, c'est l'enjeu du 21e siècle. On en a beaucoup parlé, puis on va continuer d'en parler parce que c'est vraiment une des plus grandes crises que l'humanité doit faire face à notre époque. Donc ça, on va vouloir être ambitieux à ce niveau-là.
On va également vouloir, une des grandes orientations, c'est d'avoir une ville qui est humaine et sécuritaire. Donc, on l'a vu avec la pandémie, c'était difficile. Il y a des banques alimentaires que l'archandage a triplé, quadruplé, avec des longues files d'attente. Il y a des gens qui ont vécu l'isolement chez eux. Et donc, on sait que le tissu social, que les gens ont été ébranlés par la crise. Donc, on va vouloir s'assurer d'avoir une ville qui est humaine, qui tend la main vers ceux et celles qui en ont besoin et qui est sécuritaire. Et quatrième grande orientation, on veut une ville qui est prospère et qui est attrayante. L'économie va bien à Laval en ce moment. On a créé 25 000 emplois de plus qu'avant la pandémie. Et donc, on doit poursuivre sur cette belle allée-là. Et on doit aussi, je crois, en profiter pour embellir notre ville, embellir nos boulevards, Curie-Labelle, des Laurentides, Saint-Martin, nos entrées de ville, nos quartiers, pour avoir une ville qui est belle, qui est riche, que la culture est vibrante. Donc, c'est je vous dirais, 4 grands jalons qu'on va mettre de l'avant. Vous parliez, entre autres, d'environnement, qui est un enjeu important pour vous. La relance économique, contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident. Donc, comment conjuguer développement durable et relance économique en contexte de pénurie de main-d'œuvre pour les 4 prochaines années, selon vous? Si vous pouvez donner quelques exemples un petit peu plus concrets. Oui. Premièrement, si on regarde l'économie à Laval, on est une des villes où on a été le moins impacté économiquement de la COVID et une des villes qui a la plus grande relance. On s'attend à 10 % de croissance du PIB cette année, c'est unique au Québec. Et donc, on doit préserver cet avantage-là. Mais je pense qu'on doit aussi profiter du moment pour avoir une économie de plus en plus verte, de plus en plus durable. Et vous demandiez des exemples concrets. Bien, un exemple concret qu'on fait en ce moment, c'est une économie circulaire. Ça veut dire quoi, ça? Il y a plusieurs entreprises à Laval qui s'approvisionnaient en Chine ou ailleurs et qui, là, avec la pandémie, les frontières fermées et tout, se sont dit c'est peut-être le moment de revoir où je m'approvisionne. Et on les aide en ce moment pour voir s'ils ne peuvent pas trouver des fournisseurs locaux à Laval. Et l'économie circulaire, c'est aussi ce qui nous permet de prendre les résidus d'une entreprise pour en faire la matière première d'une autre. Donc, on a des entreprises sur notre territoire qui ont des rebuts de plastique ou de fer ou autre, et d'autres entreprises qui en ont besoin. Donc, on essaie de les connecter entre eux pour justement consommer moins de ressources premières et avoir une plus grande entraide entre nos entreprises. Une réutilisation des matériaux, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Intéressant. Vous avez parlé de sécurité publique. Et là, évidemment, c'est un enjeu important. On n'est pas sans non plus se rappeler les événements de l'actualité des dernières semaines, des derniers jours même, parce que ça arrive trop souvent dans nos quartiers. On pense que c'est à Montréal, mais non, c'est arrivé, les événements qui ont été recensés par plusieurs médias, des armes à feu, tout ça. Il y a même M. Demers donc, qui est sorti avec d'autres grandes villes, dont la mairesse Mme Plante aussi plus tôt cet automne. Est-ce que pour vous, votre position est la même que M. Demers? Est-ce que vous voulez continuer de militer en ce sens-là auprès entre autres du gouvernement fédéral? Parce que c'est lui principalement qui a les moyens pour limiter ces armes à feu qui circulent trop dans notre société finalement. Non, absolument. Je vous dirais, l'enjeu de la sécurité, c'est un enjeu qui est primordial et selon moi, l'approche doit être double. Donc, on a constaté cet été, comme Montréal, partout dans le Grand Montréal, il y a plus d'armes en trafic, il semble y avoir une guerre entre les gangs de rue et à mon sens, c'est préoccupant et c'est inacceptable. Donc, la solution à ça, il y en a deux. Il y en a une qui doit être, à mon avis, qui doit passer par l'action terrain de nos policiers. On a annoncé d'ailleurs au mois d'août 1,2 million pour venir ajouter des ressources à notre équipe qui lutte contre le trafic d'armes et les gangs de rue. Donc, notre service de police va être mieux équipé pour intervenir. On fait aussi des représentations auprès du gouvernement fédéral pour qu'il y ait un meilleur contrôle des armes à feu qui rentrent à nos frontières ou qui circulent d'une province à l'autre. Et surtout, je vous dirais, pour moi, ce qui est important, c'est la prévention. Donc, c'est beau agir aujourd'hui quand il y a une situation problématique ou qui surgit, mais avant tout, je crois que ce qui est le plus important à long terme, c'est la prévention. Donc, il faut que nos jeunes, il y ait des activités à faire, il faut briser l'isolement social, il faut avoir des ressources communautaires qui sont en place. Et là-dessus, on a déjà commencé des actions importantes dans les années, puis je vous en nomme deux. Allez-y. Un, politique de développement social. Donc, on a mis dans les années autour de la table tous les organismes communautaires à Laval et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le développement social à Laval. Et on a mis 9 millions pour réaliser toute une brochette de projets. Donc, ça, pour moi, c'est de l'intervention. C'est d'ailleurs, beaucoup de villes au Québec nous regardent aller et nous félicitent pour cette démarche-là. Donc, ça doit continuer. Autre exemple, on veut que nos policiers soient plus représentatifs de la population.
On a mis en place un programme qui s'appelle Nouveau regard sur la police. Donc, on veut des policiers qui représentent la diversité culturelle qu'est Laval aujourd'hui. Ouais, elle est multiethnique, la ville de Laval. Exactement. Donc, c'est important qu'on ait des policiers de toutes les origines. En ce sens, un des enjeux qu'on voit, c'est que c'est difficile de recruter des policiers autres que des hommes blancs. Ouais. Donc, on va aller dans les écoles dès le secondaire, venir sensibiliser les gens à la profession. On veut attirer plus de femmes, on veut attirer des gens de différentes communautés culturelles à faire le choix de la carrière de policier. On va donner des bourses pour ces gens-là pour les aider à financer les études. Et il y a toute une gamme là, d'actions comme ça qu'on est en train de mettre en place pour que notre service de police soit plus diversifié, plus représentatif de la population pour évidemment là, éviter des situations malheureuses. Il nous reste 30 secondes. Je vais me permettre ce 30 secondes pour les aînés. Parce que c'est une population qui, durant la pandémie, malheureusement, on le sait, c'est peut-être ceux qui ont vécu le plus difficilement cette pandémie. Et pour vous, dans votre parti, votre proposition pour vous, pour nos aînés, c'est sur le territoire lavallois, qu'avez-vous à leur dire, à leur proposer? Pour nous, les aînés ont toujours été très importants. On a instauré le transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus. Il y a la subvention de maintien à domicile qu'on a implantée puis qu'on a bonifiée dans les années. Donc, tout ça va continuer. Et ce qu'on aimerait apporter beaucoup là, pour l'avenir, c'est tous les services qui sont offerts aux aînés, que ce soit les comités de loisirs dans les résidences personnes aînées, que ce soit les services de popote roulante ou autres. Donc, on veut venir mieux outiller les organismes ou les regroupements qui offrent ce genre de services-là. Vous avez parlé de l'isolement social, c'est une réalité. On doit éviter que ce genre de situation-là se reproduise. D'ailleurs, cet été, on a fait une tournée de plusieurs résidences. Avec la ville, on a emmené des artistes jouer au balcon des résidences pour personnes aînées. Les divertir, oui. Divertir, vivre un bon moment, pouvoir sortir. Et sincèrement, j'ai vu des gens pleurer de joie sur place. Là. Donc, à mon avis, on doit poursuivre ça. Même si la pandémie s'arrête et se termine dans les prochains mois et on souhaite, c'est le genre d'initiative qu'on veut continuer là, à mettre de l'avant. Monsieur Stéphane Boyer, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne campagne électorale. Puis, évidemment, peut-être qu'on se reparlera au lendemain de la campagne électorale là, pour peut-être si vous en êtes le vainqueur. Bien sûr, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Au plaisir de se faire parler. Parcours d'un homme inspirant qui, d'ailleurs, est natif de la ville de Laval, de Duvernay. Je suis content de le retrouver. Salut, Ray Junior Courtemanche. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et justement, je suis content de vous parler parce que votre histoire n'est pas banale. On peut le découvrir dans votre livre, donc biographie, publié aux éditions Un monde différent, l'ouvrage qui s'appelle Le bâtisseur visionnaire. Quand même, au long des 240 pages, on peut comprendre que pour vous, l'entrepreneuriat, vous aviez ça dans le sang. Et pourquoi c'est important pour vous de publier votre parcours comme ça? Bien, je crois que j'ai un parcours vraiment différent de plusieurs personnes. Dans le fond, ma mère est partie, j'avais environ 4 ans. J'ai été élevé par mon père dans une station de service avec garage. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont s'apitoyer sur leur sort en disant « ben j'avais pas de parents présents à la maison, ma mère était pas là, fait que là, ben je fais rien dans la vie parce que j'ai pas eu une bonne enfance. » Fait que ce que je veux partager, dans le fond, c'est même si on n'a pas été élevé dans Watt, qu'on n'a pas eu une éducation spectaculaire, mais si on veut dans la vie, on peut. Alors, c'est comme ce que je veux partager dans mon livre. C'est malgré que j'ai pas de scolarité, que j'ai pas de secondaire 1, mais j'ai quand même réussi parce que j'avais la volonté d'accomplir des choses. Puis j'aimerais le partager à plus de gens possible pour qu'il y ait d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi, mais qu'eux aussi puissent réussir puis réaliser leurs rêves jusqu'à les plus grands rêves inimaginables aussi. Comment on en est arrivé à devenir un multimillionnaire et aussi à pouvoir, comment dirais-je, partir de rien finalement, puis à devenir un homme multimillionnaire, puis un homme prospère comme vous? Il y a eu des échecs, on s'est fait dire non. Racontez-moi ça. Bien, dans le fond, c'est que peu importe si on a des refus, j'ai lu tellement de livres sur l'entrepreneuriat puis les ventes, c'est que tu peux avoir 15 fois un refus, 20 fois, mais il ne faut jamais baisser les bras. Puis si on croit vraiment en nous et en notre projet, en nos rêves, mais il y a quelqu'un un jour qui va y croire aussi, puis il va être là pour nous supporter, mais il faut trouver
la bonne personne justement pour que ça fonctionne. Hein. Et ça a été qui pour vous, cette bonne personne-là qui vous a épaulé? Bien, je vous dirais que c'est la clientèle au cours de mon parcours quand je faisais de la tonte de pelouse à l'âge de 14 ans. Mais j'écoutais énormément les gens qui m'engageaient. Puis ces gens-là, certaines fois, ils étaient déjà eux-mêmes entrepreneurs. Puis c'est en écoutant leurs bons coups et leurs échecs. Parce qu'un échec est autant important à apprendre d'une autre personne. Parce que des fois, pour se relever d'un échec, ça peut prendre 3, 4, 5 ans dans une entreprise pour se remonter. Alors, c'est important d'apprendre autant des échecs des gens. Alors, j'écoutais peu importe ce que les gens me racontaient de leur entreprise, mais j'étais à l'écoute. Puis le fait d'être à l'écoute, mais j'ai évité moi-même pendant mon parcours énormément d'échecs que les gens m'ont prévenu que telle et telle chose leur avait fait reculer de plusieurs années. Alors, le fait de le savoir, mais tu répètes pas un échec que quelqu'un a fait. Fait que tu te concentres sur du positif, puis faire avancer les choses. Ouais. Je comprends tout ça, les conseils, bon, les recommandations de personnes qui ont réussi en affaires, mais en même temps, il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir quand même un instinct. Il faut avoir un. Tu sais, on dit souvent un homme d'affaires a le sens des affaires. Ça, est-ce que c'est des qualités indéniables qu'on doit avoir? Parce que sinon, je veux dire, il y a des gens que j'ai l'impression autour de moi qui se lancent en affaires, mais c'est toujours des échecs. Est-ce qu'on doit quand même avoir ces qualités-là de base, selon vous? Bien, moi, je crois qu'on a tous le sens des affaires. Il s'agit de savoir à quel point qu'on est prêt à faire des sacrifices, justement, pour amener à terme nos projets. Exemple, moi, j'ai des projets que j'ai travaillé pendant presque 6 à 7 ans avant de démarrer. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais fait ces sacrifices-là. Ils voudraient les gens se lever le matin, puis au bout d'une semaine, un mois, que le projet démarre. Mais moi, exemple, le parc aquatique Moana, ça fait déjà comme 4-5 ans que je le peaufine, je le travaille. J'ai découvert les gens qui ont réalisé les parcs aquatiques de Disney. Mais c'est en allant chercher tous les bons contacts qui fait que notre projet va être gagnant quand ça va être le temps de le construire. Mais comme le parc aquatique, je suis déjà rendu à 5 ans d'énergie, de temps. J'y crois. Alors, je continue à mettre du temps. Mais il y a des gens qui sont pas prêts à faire ça pour amener à terme un projet. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de sacrifices et de patience et de recherche. Fait que c'est important d'avoir une patience incroyable puis d'être très acharné pour amener à terme son projet. Le travail, la vision également sont je pense que c'est des choses qui, en tout cas, pour avoir lu votre livre puis avoir aussi regardé votre profil, semble être une des clés de votre réussite. Il me reste 1 minute environ. Vous êtes un passionné d'automobile. Je me permets de finir de façon plus légère parce que en NASCAR, vous avez bien fait durant la dernière saison. Parlez-moi de cette passion-là, puis peut-être un peu de vos résultats de la dernière saison en course automobile. Exactement, mais rapidement, cette année, j'ai été sollicité par une écurie de Toronto pour rouler avec 4 courses en NASCAR Canada. Puis... on a roulé au Grand Prix de Trois-Rivières, on a fini 12e. Au Grand Prix de Icar, on a terminé 15e. À Mosport, qui est un ancien circuit de F1 à Toronto, on a terminé la première course 17e position, puis la deuxième 15e. Fait que pour moi, je suis très satisfait parce qu'on n'est pas régulier dans la saison. Puis ça faisait déjà 6 ans que j'avais pas touché à une voiture de course. Alors, je suis satisfait de notre retour puis de nos résultats. Puis en plus, on a fait toutes les courses sans casse. On n'a jamais, même pas abîmé la voiture. Fait que c'est déjà un exploit. De revenir avec toute la carrosserie, c'est déjà une bonne affaire. Oui, exactement. Bien, on va surveiller justement votre passion automobile au cours des prochains mois, lors de la prochaine saison. Et entre-temps, on peut se procurer votre parcours qui est vraiment incroyable. On peut le comprendre sur le livre, donc votre biographie, Le bâtisseur visionnaire. Un grand merci de nous avoir parlé, Ray Jr., donc Courte Manche. Bien, merci à vous. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
C'est une campagne qui est menée, donc un programme qui a été conçu pour les élèves du secondaire et du primaire. Et c'est déjoué donc l'IA pour l'intelligence artificielle en réseau. C'est porté par Grandir sans frontières. On retrouve d'ailleurs de cet organisme avec nous la directrice générale du projet, Mme Anaïs Michaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Et bonjour. Également, Mme Angélique Sanchez, qui est chargée de projet du côté, toujours, bien sûr, de Grandir sans frontières. Merci également d'être avec nous. Bonjour. Peut-être concrètement, commencer par ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent actuellement ont une vague idée, mais peut-être plus concrètement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, ça fait référence à des machines préprogrammées par l'humain, qui imitent l'intelligence humaine pour exécuter des tâches. Mais ça peut être très large, très vaste. Tout à fait. On peut retrouver l'intelligence artificielle dans bien des domaines. On peut retrouver l'intelligence artificielle dans des véhicules, des transports autonomes, dans des outils qu'on retrouve à la maison, dans des téléphones intelligents. On trouve l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le projet vise à expliquer les concepts et les principes compliqués de l'intelligence artificielle aux plus jeunes et puis aussi les amener à découvrir où est-ce qu'ils peuvent trouver ça dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Grandir sans frontières, pourquoi c'est important pour vous de mener ce projet auprès d'une clientèle jeunesse, par exemple? Alors, Grandir sans frontières est un organisme de bienfaisance qui est spécialisé dans la littératie numérique. Donc, notre mission repose sur l'éducation des jeunes, que ce soit en classe ou à l'extérieur de la classe, à l'utilisation des technologies et du numérique. L'idée, c'est qu'ils apprennent à prendre conscience en fait, de toutes les technologies qui les entourent, qu'ils apprennent à les manipuler, à les utiliser, mais aussi à avoir un regard critique sur ces technologies et en faire bon usage, et aussi à avoir un comportement citoyen avec les outils numériques et puis les outils qu'on peut trouver sur Internet. OK, donc est-ce que ça peut aller même jusque de faire une sorte de pédagogie justement sur les médias sociaux, les bonnes actions à faire aussi, par exemple, auprès de votre jeune clientèle? Oui, tout à fait. Ça, ce sont des ateliers que l'on mène déjà pour sensibiliser justement au comportement sur les réseaux sociaux, à sensibiliser à la cyberintimidation, à l'éthique aussi, pour agir en bon citoyen numérique, si on peut dire ça comme ça. Très intéressant, très nécessaire justement dans cette nouvelle génération d'utilisateurs chez les milléniaux également. Et je vais me tourner vers vous, Mme Sanchez, parce que sur le plan de si on revient justement à votre série d'ateliers que vous allez donner donc auprès d'une jeune clientèle primaire, secondaire chez nous, bien sûr, déjouer donc l'IA, donc l'intelligence artificielle en réseau. Vous allez mener une série donc d'ateliers. Si vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles. Oui, bien sûr. En fait, on parle d'une série d'ateliers parce qu'on a développé 3 ateliers autour de l'intelligence artificielle et de l'éthique qui vont parler en fait de la société, des algorithmes et de l'apprentissage machine. Et ces 3 ateliers, en fait, qui sont complémentaires les uns aux autres, mais qui ne sont pas interdépendants, vont permettre de sensibiliser les jeunes sur les avancées technologiques, sur l'intelligence artificielle et comprendre comment les intelligences artificielles interagissent avec nous dans notre quotidien et comment les appréhender, comment ne pas en avoir peur. Donc l'idée, c'est que cet automne, c'est le projet autour de l'intelligence artificielle, éthique et société qui va être donné. On a plusieurs dates tout au long de l'automne, entre octobre et décembre. Et puis en janvier, de janvier à mars, on va basculer sur le programme autour des algorithmes. Et au printemps prochain, on basculera autour de l'apprentissage machine. Ça permet en fait de développer les connaissances, et pas uniquement à celles qu'on peut connaître de notre téléphone, mais voir comment tout ça interagit autour de nous dans notre quotidien. Et ça permet à un groupe qui peut-être n'aura pas participé au premier atelier, mais de quand même en fait rejoindre, de prendre le wagon en marche, parce qu'on ne voulait pas qu'une classe qui se dise, qui peut-être prenne connaissance du programme un petit peu en décalé, se dise bon bah tant pis, on a raté les 3 séances, tant pis pour nous, mais non. Si on a raté la première batch d'ateliers, c'est pas grave, on peut raccrocher le wagon avec les ateliers 2 et 3. Et si on a la possibilité, on reprendra l'atelier 1 et puis ça permettra à un maximum de jeunes de bénéficier du programme.
Et comment on a bâti ces ateliers-là? Est-ce que c'est sur le plan technique, c'est-à-dire par exemple, un jeune peut, devant son clavier, devant son écran, lui-même tenter des choses? Donc, oui, on explique, j'imagine, de façon verbale, tout ça, des trucs, mais est-ce qu'il peut aussi, de façon pratique, aussi avoir un peu recours à ce que vous leur avez donné comme information? Oui, en fait, tous nos ateliers que l'on fait avec Grandir sans frontières sont des ateliers pratiques. Donc, on a une partie qui va être plus théorique, surtout là, quand on traite de l'intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup de notions à engendrer, à comprendre. Mais l'idée, c'est qu'il y a de la pratique. Chaque atelier qu'on mène est porté par la pratique et ça permet de tester en temps réel qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. On utilise des logiciels qui sont accessibles. Et dans le développement du projet, il y a aussi un espace de discussion qui est ouvert pour que, à la suite des activités, les enseignants puissent, avec leur classe, continuer à travailler, à se questionner sur les projets d'intelligence artificielle, sur les questions d'intelligence artificielle. Et les jeunes peuvent continuer à pratiquer via les logiciels qu'on leur aura présentés. OK. Et est-ce que ça peut aussi se transposer à la maison parce qu'ils ont peut-être des frères, des sœurs, leurs parents aussi à ces élèves-là, ces jeunes-là, peut-être peuvent avoir un regard également intéressant sur la chose à la suite de ça, une discussion aussi avec leurs propres enfants? Alors aujourd'hui, le projet tel qu'il est pensé, ce n'est pas un projet qui est ouvert pour l'instant au grand public, c'est vraiment un projet qui est porté dans les écoles avec notre partenaire École en Réseau. Mais bien évidemment, moi, si les jeunes, en rentrant à la maison, ils peuvent en parler à leurs parents, ils peuvent raconter ce qu'ils ont fait et puis ils peuvent même peut-être expliquer à leurs parents tout ce qu'ils ont appris dans la journée et comment ça affecte leur quotidien. J'espère que ça va créer des espaces de discussion, j'espère que ça va créer aussi des envies du grand public, des parents de s'interroger et de se pencher vers ces questions. Certainement, d'ouvrir un dialogue qui est si important, surtout de le maintenir, ce dialogue qui parfois peut s'avérer un petit peu plus difficile lorsque nos jeunes viennent atteindre l'âge de l'adolescence. Des fois, c'est peut-être un peu moins évident et l'utilisation aussi des médias sociaux se fait de façon des fois un peu différente qu'un jeune du primaire, par exemple. Un grand merci de nous avoir parlé à vous deux. Tous les liens sont actuellement au bas de l'écran. Donc, Anaïs Michaud, directrice générale du projet, et Angélique Sanchez, chargée de projet donc chez Grandir sans frontières pour ce projet qui est déjoué, l'IA, soit l'intelligence artificielle en réseau. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Elle est hypnothérapeute et justement détient aussi sa clinique, donc elle est propriétaire de Global Hypnose, Valérie Deslandes, qu'on retrouve ici en studio. Hey, salut, je suis contente de t'avoir ici. Ça va être pas mal plus chaleureux, je pense, et surtout de parler un sujet comme celui-là, en général, l'hypnose. Je pense que c'est bien de pouvoir le faire en personne, en présentiel. Et tu voulais aborder aujourd'hui les mythes et les tabous concernant l'hypnose, parce qu'ils sont nombreux, je pense. Il y en a plusieurs. Les gens sont encore craintifs, un peu insécures de consulter en hypnose thérapeutique, alors qu'on est hyper performant, on est considéré comme thérapie brève. Et les craintes reliées à l'hypnose thérapeutique sont un peu infondées en ce moment. Okay. Et c'est quoi, justement, les plus... peut-être celles qui circulent dans... Le plus. Oui, parmi celles-ci, c'est lesquelles, par exemple? Bien, d'abord, il y a « Faites-vous comme Mesmer ». Okay. Oui. Mesmer, nous, on l'adore. Il a fait connaître l'hypnose au Québec. C'est un bon divertissement. C'est un fascinateur. C'est pas un hypnothérapeute. Alors, la différence, elle est gigantesque et les gens s'attendent, nous demandent encore, est-ce que je vais faire des niaiseries dans le bureau? Mais non, on est un service thérapeutique. Alors, comme notre objectif est de soulager les gens reliés à leurs problématiques, quelles qu'elles soient, notre but, c'est le confort. Fait que déjà, on n'a pas grand-chose à voir avec ce que Mesmer fait. C'est ça. Mais quand même, pour les gens qui nous écoutent, votre façon de faire de l'hypnose, elle est différente. Sur le plan technique, je parle. Oui, pour peut-être expliquer aux gens comment vous intervenez entre un fascinateur, justement, qui en quelques secondes est capable de, amener la personne à un certain état, là, et vous, quelle est cette façon, quelle est peut-être cette séparation? La grande différence, oui. En fait, Mesmer fait de l'hypnose qu'on peut appeler classique, c'est-à-dire qu'il y a des suggestions directes, un peu comme donner des ordres. Nous, on fait le contraire. On pratique en hypnose humaniste chez Global Hypnose, presque exclusivement, un peu en hypnose ericksonienne aussi. C'est deux manières de faire pour arriver à des très bons résultats.
La grande différence avec nous, c'est qu'on amène les gens à être plus conscients de ce qu'ils vivent, comme une plus grande conscience. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de leur donner des ordres, on travaille en équipe à trouver les bonnes solutions pour la bonne problématique, pour la bonne personne. C'est hyper confortable, très, très soulageant. Donc, la personne, elle a le choix. C'est-à-dire qu'elle peut dire oui ou non et se laisser aller pour aller en état d'hypnose. Absolument. Parfois, il y a des techniques un peu plus grosses aussi où les gens frappent certaines résistances. Le thérapeute est extrêmement respectueux du rythme de son client. Donc, ça n'a rien à voir avec « fais ça, fais ça ». Et ça vient, ça, avec un autre grand tabou. Les gens se demandent, suis-je hypnotisable? Est-ce que ça va fonctionner avec moi? Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Et si ça ne fonctionne pas? Mais en fait, la bonne nouvelle avec l'hypnose thérapeutique, c'est que tout ce que ça prend pour que ça fonctionne, c'est la capacité à se concentrer. OK. C'est tout ce que ça prend. C'est juste ça, OK. Presque juste ça. Quand même. Parfois, il y a des références qui sont données par exemple, quelqu'un qui consulte un psychologue, une psychologue. Oui. Il est rendu dans un certain, peut-être, rythme en thérapie. Et là, bon, il y a une référence qui est faite par ce dernier pour aller consulter, bon, peu importe le client en question. Oui. Vous, votre façon peut-être de traiter cette personne-là, tu sais, si la personne, par exemple, fait une démarche pour ce qui est des dépendances, par exemple, en termes de toxicomanie. Okay. Vous, je prends un cas type, là, mais vous, comment vous en arrivez à soulager cette personne-là? Comment vous intervenez par exemple, d'un psychologue qui a amené à un certain stade de guérison, de thérapie la personne, et vous, quand vous la prenez, cette personne-là, et vous l'amenez en hypnose. Si tu peux me dire un peu le processus et tout ça, là, le cheminement. Absolument. En fait, les gens peuvent rentrer de plusieurs manières. S'ils sont référés directement par un psychologue, on travaille en collaboration, c'est-à-dire qu'on prend le dossier là où il est rendu. OK? Parfois, ils rentrent par eux-mêmes chez nous, les gens, pas nécessairement référés par un psy, mais ils voient un psychologue en même temps. Encore une fois, nous, on fait notre maximum. On ne repasse pas à la même place. On fait autre chose, on se concentre que sur l'hypnose. Parce qu'il faut savoir, Alex, qu'un hypnothérapeute fait deux choses. Le côté thérapeutique et l'hypnose comme outil principal d'intervention. Mais nous autres aussi, il faut qu'on jase un peu. Ben oui, non, c'est sûr. Mais quand il y a un psychologue dans le dossier ou un autre type d'intervenant, un travailleur social, un docteur, on prend toujours le gros résumé de l'autre personne qui est dans le dossier. Vous êtes en contact avec ce professionnel-là? Pas nécessairement. La plupart du temps, on se fie plutôt sur qu'est-ce que la personne nous dit. Bon, avec mon psychologue, je fais ça, 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 ça. Mes outils, c'est ça, 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 ça. Bien, nous, on repart vraiment sur un nouveau chemin, ce que le psychologue ne fait pas. Parce que les psys qui nous réfèrent, c'est les psychologues qui ne font pas d'hypnose. Oui. Parce qu'il y en a qui font l'hypnose. Oui, bien c'est ça. Puis il y a même, je pense qu'il y a certains médecins également qui pratiquent l'hypnose aussi. Est-ce que c'est les mêmes formes? Pas nécessairement d'hypnose non plus, ça dépend. Il y a plusieurs types d'hypnose, il y a plusieurs écoles d'hypnose. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de la spécialisation du médecin ou du psychologue ou du psychiatre. Ça dépend de tout plein de choses. Donc, nous, on peut être un complément ou un outil principal dans le cheminement de la personne. Ça dépend vraiment. Oui. Puis encore là, peu importe la nature du problème, là, que la personne a raison qu'elle va vous consulter, est-ce qu'il y a, dans le fond, une durée de traitement avec vous? Dans le sens où c'est variable d'un cas à l'autre et d'une personne à l'autre, finalement? Bien, le plan qu'on peut monter à la première rencontre, c'est un plan d'intervention. Nous, ce n'est pas un plan de traitement. Oui. En fait, ça va dépendre vraiment de la personne. Est-ce qu'elle a déjà cheminé? Fait que oui, la raison de consultation, mais on part d'où? Donc, c'est impossible à dire comme ça, un chiffre général. Tout le monde est différent. Certains ont cheminé, d'autres non. Il est à voir aussi, la personne rentre pour une raison spécifique, mais à la première rencontre, on découvre toutes les autres bonnes raisons pour lesquelles elle est là. Donc, il peut s'ajouter d'autres causes, d'autres raisons. Bien, en fait, oui, c'est qu'on va voir, par exemple, la dépendance. Bon, en dessous de la dépendance, qui est un comportement, il y a des émotions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des événements. Il y a, qui ont mené à ça. Exactement. Donc, il y a tout ça que nous, on regarde et ensuite, on peut proposer. Généralement, j'ai calculé statistiquement, on est à 4 rencontres par personne présentement chez Global Hypnose. C'est très beau, c'est très performant. Bien, un grand merci, en tout cas. Puis on va se voir comme ça de façon hebdomadaire pour parler, démystifier des choses entourant donc l'hypnose. Valérie Deslandes, merci de nous avoir parlé. Merci, Alex. Merci. Question qui vous est posée régulièrement. Si vous shakez de la patte, comme je fais présentement, c'est comme ça. Non, mais bref,
Est-ce que vous êtes anxieux, stressé avec cette pandémie? Il y a Danielle, notre d'ailleurs caméraman, qui hoche la tête en disant que oui. On va aller voir si elle est stressée. Je pense que oui. Une fille assez intense dans la vie, mais que j'aime beaucoup. Peggy Belland, salut. Salut, ça va, Alex? Oui, puis je m'inclus là-dedans. On va pas le fait. cacher, on est deux personnes stressées, je pense. Ah oui, mais quoi de mieux qu'une fille stressée et un peu stressante pour parler de stress? Mais je vous dirais que le stress peut être positif, Alex. Ouais. On perçoit souvent le stress comme étant quelque chose de négatif, mais en fait, le stress, c'est bon. Ça nous permet d'agir, ça nous permet de performer. Faut que tu le canalises, par exemple. tu sais, Exactement. à bon Ce qui n'est escient. pas bon, c'est d'être stressé tout le temps. Et il faut se rappeler que dans nos gènes, là, il faut remonter à l'ère primitif. Genre l'âge des cavernes, quasiment? Exactement, à l'âge des cavernes, pour comprendre pourquoi le stress à cette époque-là était bon pour le corps. C'est que l'homme était un chasseur-cueilleur, donc il devait vivre une situation stressante, chasser l'animal. C'était de courte durée. Mais nous, notre corps, il ne sait pas là, qu'on Non. est rendu en l'an 2021 et qu'on a évolué. Alors, le corps, quand on vit une situation stressante, ce qui n'est pas bon, c'est que dans la fameuse courbe du stress, c'est que ça reste toujours stressé Dans le en tapis. haut. Dans le tapis. Fait que là, notre corps, il subit des effets. T'sais, on a mal à la tête, on peut avoir des nausées, on peut avoir une fatigue récurrente. C'est ça qui est pas bon. Puis, la bonne façon, est-ce que c'est de, par exemple, de trouver des activités, tes solutions pour toi, Ouais, pour il y être a capable de le canaliser, de déjouer ce stress-là permanent? Bien, il y a plusieurs solutions. Là. Mais premièrement, peut-être que tu peux... On va faire une petite simulation. OK, une mise en ensemble, situation, là. mettons. Une mise en situation. OK, il y a vas-y. 5 étapes en cas d'événement stressant qu'on peut appliquer. Je vais te mettre en contexte. Premièrement, ça nous est tous arrivé là, au travail. Un collègue décide qu'il est sur notre cas, puis il dit... Il est gossant, là. Il est gossant. Il dit, ta manière de travailler, je l'aime pas, j'aime pas ce que tu fais. Bien, ça serait quoi ta première réaction, Alex? C'est quelqu'un qui perdure à te dire que tu fais pas bien ta façon de travailler. C'est sûr que de façon perpétuelle, c'est toujours en train de marteler, Ouais. d'enfoncer le clou, comme on dit. C'est clair que je vais peut-être à un moment donné sortir un peu plus de mes gonds. Oui, tu vas en parler. Je vais en parler. Tu vas ruminer. Moi, personnellement, je vais aller voir de front, je vais aller voir la personne, je vais lui OK. expliquer mon point de vue. Normalement, généralement, je suis pas parfait, effectivement, je suis un être humain, là, on va pas se leurrer. Fait que je te dirais que je vais y aller. Des fois, ça dépend de la situation. Des fois, si c'est vraiment, ça vient atteindre une corde sensible, je vais peut-être y aller de façon plus vive et plus forte. Mais généralement, je pense que d'adulte à adulte, on est capable de se parler, de régler nos affaires. Bien, je te félicite. Tu es déjà rendu à l'étape 4. Hey, vois-tu? Hein? Mais on va quand même, Ça arrête pas de venir. on va quand même déconstruire la situation. Ouais. Bon, la première étape, c'est qu'on le vit. La deuxième étape, c'est qu'on doit déconstruire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de comprendre pourquoi notre collègue nous dit que notre méthode de travail n'est pas bonne. Parce que ça ne veut pas dire qu'il a raison. Fait que là, on analyse sur quoi on vient de se faire juger. Dans le fond, pourquoi on ne répond pas peut-être à son besoin? Exactement, à Ouais. ses attentes à lui. La troisième étape, c'est mettre en perspective, c'est-à-dire, est-ce que la manière dont vous travaillez vient d'une commande de votre patron? Parce qu'on s'entend que si votre patron vous a dit de faire ce travail-là de cette manière-là, mais vous n'êtes pas en faute, votre collègue, lui, est certainement pas au courant que vous devez travailler de cette manière-là. Et la quatrième étape, c'est répondre à une réflexion pour reconstruire la situation. C'est-à-dire de repenser si notre patron apprécie la manière de travailler. Tu sais, l'opinion d'une personne ne fait pas l'unanimité. Exactement, oui. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas content de toi, qu'on t'aime pas. C'est impossible de faire l'unanimité. En pandémie, entre parenthèses, on s'en rend compte. C'est très, très, très difficile. Là. Puis surtout, dans cette ère où il y a beaucoup de télétravail, parfois, il y a des échanges qui se font par les écrits, par un système, des fois, de clavardage interne dans une entreprise. Ça peut être parfois pas très bien compris précisément un propos ou juste un mot peut faire lever... excuse-moi, là, mais peut faire la différence dans un conflit ou non. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est de se demander peut-être que notre collègue est jaloux, finalement. Peut-être que c'est juste parce que lui aimerait atteindre notre niveau de travail, de la manière qu'on exécute notre poste. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est l'étape que tu disais en début de chronique, Alex, c'est trouver une solution pour nous, là, se sentir en paix et zen. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Justement. Mais je crois qu'une façon, la manière dont tu as expliqué ça tout à l'heure, d'aller parler à notre collègue, de ventiler, de discuter puis de trouver des solutions ensemble. Puis, à la limite, aller voir notre patron. Je veux dire, des fois, si on voit que la personne a vu des situations elle-même stressantes, perturbantes dans sa vie,
On n'est pas des psychologues, hein? Il y a personne, je veux dire, Non, il y a des gens qui sont formés pour ça, souvent dans les entreprises, ce qu'on appelle le département des ressources humaines, qui peut-être, justement, qui est engagé pour ça, puis qui peut nous donner des solutions. Puis, tu sais, puis on va pas se leurrer, là, je reviens avec ça, mais tu sais, j'ai eu aussi des conflits avec des fois où puis toi sans doute aussi, dans des collègues de travail avec qui j'ai un peu pété les plombs. Puis tu apprends de tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a un cheminement aussi de vie qui se fait pour le commun des mortels aussi, où on s'est rendu compte à quel point on avait peut-être trop rapidement, impulsivement aussi, parfois réagi à certaines situations. Puis c'est juste l'expérience aussi parfois qui nous pousse à aller engager la conversation au lieu de trop subitement élever le ton, finalement. Là. Exactement. Puis il y a toujours, pour les entreprises, il y a des programmes de PAE, d'aide aux employés. Sûrement que votre entreprise a ça aussi à l'interne. Là. Si vous vivez du stress puis vous n'êtes pas capable de le contrôler, parce que là, on parle d'une mise en situation pour un événement stressant, mais quand on accumule du stress, bon, ça peut mener à la dépression, ça peut mener à des crises d'anxiété. Donc, c'est important de voir aussi les ressources à l'interne que vous pouvez avoir. Mais connais-tu le truc ultime que j'utilise? Ta citation? J'ai ma citation, mais le truc ultime... Non, vas-y donc. Le sourire, Alex. Ah! Donc, j'en viens à ma citation. Souriez quand vous êtes stressé. Ma citation pour terminer la chronique de cette semaine, c'est « Le sourire est un anti-stress qui orne notre visage, atténue les conflits et soulage les cœurs souffrants. » D'un auteur inconnu. Donc, souriez. On sourit comme ça. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Je suis très content de l'accueillir comme nouvelle chroniqueuse. On se connaît bien, il y a un profond respect, affection également qu'on a entre les deux. Elle est photographe professionnelle, également ambassadrice pour Nikon Canada. Elle est photographe, donc vous comprenez tout ça. C'est Sarah Maud qui est avec nous. Salut Sarah! Salut, ça va? Bien, ça va très bien toi? Oui. Vraiment heureux de t'accueillir. On va démystifier le monde de la photographie, de l'image aussi ensemble au cours de la prochaine saison, des chroniques aussi. Et tu voulais commencer à la base, c'est-à-dire comment tricher ses défauts. Que veux-tu dire par ça? Bien, en fait, je me suis dit que pour une première chronique, pour moi, au cours des 10-15 dernières années, toute ma vie, on m'a posé des questions, toute ma vie de photographe, on m'a posé des questions, souvent, Zara, comment est-ce que je pourrais faire quand je me prends en photo, quand quelqu'un me prend en photo pour cacher mes défauts. Donc, je me suis dit, pour une première chronique, ça pourrait être intéressant que je parle de ça, un peu pour détendre l'atmosphère aussi. Donc, en fait, surtout avec les réseaux sociaux en ce moment, on se prend beaucoup en photo, il y a beaucoup d'images qui circulent et, évidemment, on remarque un peu plus souvent nos petits défauts, puis malheureusement, des fois, on se compare, on aimerait améliorer ça. Puis aussi, ce que moi, je remarque beaucoup, justement, c'est que, et je ne sais pas si c'est quelque chose où que je gère en disant ça, mais je remarque surtout chez les femmes, je remarque beaucoup qu'elles cachent le tout en mettant 40 couches de filtres. C'est ça. Et ce sont souvent des belles femmes et elles n'ont pas à faire ça, là. Non. Puis tu vois, c'est drôle parce que je posais la question justement à d'autres hommes. Tu sais, je posais la question. Il y a beaucoup d'hommes qui me répondent, moi, je trouve qu'une femme qui met des filtres, c'est totalement turn-off. C'est vrai. C'est pas agréable. Et c'est pour ça que moi, je voulais apporter des trucs et astuces aujourd'hui pour justement avoir à éviter les filtres. Parce que justement, même en photographie, quand on fait de la photo, on veut pas avoir à passer des heures de Photoshop après. Donc, on cherche toujours à avoir la meilleure image tout le temps. Donc, j'amène quelques trucs ici. Ouais. Donc, par exemple, le truc qui revient souvent, le défaut, souvent on me pose comme question, comment est-ce que je pourrais le cacher, c'est les rides et les ridules, tu sais, toutes les petits plis d'expression et tout ça. Donc, un des très, très bons trucs pour ça, c'est de se mettre devant une baie vitrée, donc un éclairage diffus, parce que ce que ça fait, c'est que quand la lumière, vous êtes face à la lumière, ce que ça fait, c'est que ça va glisser sur votre visage. Donc, tu sais, au lieu d'avoir, tu sais, la lumière est latérale, les rides, ça va venir creuser des ombres à l'intérieur. Donc, on va plus les distinguer. Par contre, si vous êtes face à la lumière, bien là, dans ce cas-là, les rides s'effacent. Donc, ça, c'est un bon truc pour ça. Est-ce que c'est caché un peu avec les cheveux aussi? Tu sais, quand on parle de rides, on peut jouer avec les cheveux aussi pour cacher le tout? Bien, c'est sûr que ça peut aider un petit peu, surtout au niveau des rides d'expression des yeux, comme les pattes doigts, un peu des choses comme ça. Mais c'est surtout la lumière qui va tout changer. Honnêtement, là, mais c'est sûr que les cheveux vont servir peut-être à autre chose, en fait. C'est ça, je vais y venir, justement, parce qu'en parlant de cheveux, quand on vous dit, par exemple, cacher sa calvitie. Ouais. Bon, il n'y a pas 20 000 options. C'est sûr qu'une calvitie, autant dans la réalité qu'en photographie, c'est un sujet où il n'y a pas beaucoup de solutions, mais la casquette, le chapeau, inévitablement, ou alors, quand on se prend en photo, on prend plus large.
Et on va cadrer dans la photo au niveau du sourcil, un petit peu au-dessus du sourcil comme ça. Donc, faire des photos un peu plus cadrées, serrées. Donc là, on met vraiment le visage en valeur et non la calvitie. Ça, c'est un bon petit truc qui peut être... intervenir, oui, exactement. Sinon, bon, un sujet qui revient souvent, puis moi aussi, je suis un peu concernée, c'est les cernes. Ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent. Bon, j'ai des cernes, j'ai des poches, comment est-ce que je fais, Zara, pour les cacher, tout ça. Donc moi, il y a plusieurs options pour ça. Souvent, c'est de regarder la source lumineuse. Donc ici, il y en a plusieurs. Mais le truc, c'est si par exemple la source lumineuse vient du plafond, c'est dans ce cas-là de lever un peu le nez toujours vers la source lumineuse. En levant le nez, vous voyez moins les cernes. Si je fais ça comme ça, vous allez plus les voir. Donc, c'est ça. Donc, en levant le nez un petit peu, ça aide, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, l'anti-cerne, on s'entend que pour les femmes, c'est toujours une option vraiment bonne à avoir. Donc, c'est lever la tête, tourner la tête vers la source lumineuse, puis aussi, si vous avez des lunettes qui cachent les cernes, ça peut toujours être pratique. Oui, ah ben oui. Puis, est-ce que, ben tu sais, là, évidemment, ça va peut-être de soi pour les gens qui nous écoutent, mais la facture visuelle noir et blanc, la facture visuelle. Bien, c'est-à-dire l'esthétisme noir et blanc peut peut-être cacher tout ça également, opter pour le noir et blanc au lieu de la couleur, la lumière aussi pour cacher ces cernes-là? Non, je pense que même en noir et blanc, quand il y a des cernes, à moins que, tu sais, si la lumière n'est pas de face ou si elle est plus latérale, dans ce cas-là, oui, là, on va plus voir les cernes, puis le noir et blanc ne fera rien. Par contre, ce qu'on appelle le noir et blanc ne cache pas nécessairement les défauts. Ça dépend si on augmente les blancs dans le noir et blanc et on contraste beaucoup. Là, en fait, on vient chercher ce qu'on va à la base chercher dans la lumière diffuse, c'est-à-dire un flat. T'sais, pas un flat, mais une image où justement les traits sont plus atténués. Okay. Donc, que tu contrastes ou pas lumière ou couleur noir et blanc, ça change. Ça cachera pas, c'est ça. Ça te fera pas pousser des cheveux non plus. Non, c'est ça. Puis sinon, il y a aussi le fameux double menton. Oui. Ça, c'est très, très fréquent. Donc, première chose, quand on se prend en photo ou quand quelqu'un nous prend en photo, c'est vraiment, idéalement, d'avoir une caméra un peu plus vers le haut. Parce que quand tu prends ta caméra comme ça, veux pas, le double menton, il est éteint un petit peu. Sinon, tu as aussi le principe du col. Donc, tu fais comme ça. Oui, tu peux, là, tu peux t'en poser comme ça. Jouer avec, avec le linge. Et là, encore où tu arrivais, les cheveux. Donc, tu vois, si tu as les cheveux assez longs, tu peux juste faire ça comme ça. Ou comme ça. Puis là, ça cache un petit peu. Tu trouves l'angle, évidemment. Là, ça cache un petit peu le double menton et tout ça. Oui. Et d'être assise, là, tu es assise. Oui. Être debout. Oui. Est-ce que encore là, la position peut y changer aussi? Absolument. J'y venais. C'est que justement, quand tu te lèves debout comme ça, c'est ça que tu peux faire plus ou moins naturel, là, mais il faut que tu y penses. C'est que tu avances un pied par en avant puis tu t'étires comme ça. Fait que ça a l'air con, mais qu'en faisant ça comme ça, tu vas étirer le menton, donc le cou va s'allonger. Bon, ça dépend où est située la caméra, mais si c'est là, c'est vraiment comme ça. Oui. Puis encore là, j'imagine aussi, il y a toujours une question également du photographe. Il y a toujours une question aussi du matériel également que tu as versus un téléphone cellulaire versus toi qui est une bande professionnelle, qui a des lentilles, qui a un appareil photo aussi qui amène plus loin l'image, finalement. Là. Bien, en fait, le travail de photographe, c'est surtout de diriger son sujet. T'sais, nous, on les voit, les défauts, on les connaît, donc on va les tricher pour que la personne se sente bien. C'est ça. Puis les lentilles aussi ont l'art de compresser ou d'allonger ou de déformer. T'sais. Par exemple, quand on a des gros bras, l'option de décoller les bras, je vais me relever, là. Quand tu décolles les bras comme ça, tu regardes, ton corps, si je croise les bras puis que je suis de profil, c'est sûr que là, on voit le gras de bras qui s'étale un petit peu puis on aime moins ça. Donc, c'est juste de mettre les mains dans les poches comme ça, on décolle le bras, donc ça affine. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'en tant que photographe, on va guider notre sujet pour le faire. Très intéressant ce que tu nous en plus de créer une expression, puis de diriger la lumière et tout ça. Mettre à l'aise la personne, parce que souvent, c'est pas tous les personnes qui passent devant ta lentille qui sont à l'aise devant, justement, on n'est pas habitué dans le Non, mais le truc, c'est souvent de les faire bouger puis de leur faire oublier qu'il y a une lentille. C'est de s'amuser, en fait. Ça a toujours été ça, hein, le secret, c'est de s'amuser dans tout. Un grand plaisir. Puis moi, je vais m'amuser avec toi, c'est sûr, au cours des prochaines semaines. Oui, en quelques minutes, tu nous as déjà beaucoup mentionné sur le domaine de la photographie. Très content de t'avoir avec nous. Moi aussi, vraiment. C'est vraiment plaisir. On peut évidemment voir ce que tu fais, évidemment, sur le zaramode.com. Oui. Puis on te revoit très bientôt dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Pour la deuxième de la saison, c'est vraiment avec grand bonheur que je l'accueille à nouveau avec nous autres. Et c'est Nicolas Vincent-Poirier pour parler de cinéma. Salut Nico. Salut Alex. Content de te retrouver, surtout avec un film qui, par contre, on s'attendait à mieux au box-office, mais je pense qu'il a plu à son public cible, aux critiques également. On parle de Suicide Squad 2 après le premier volet qui était en 2016. Oui, tout à fait. Techniquement, ça s'appelle The Suicide Squad. Oui, c'est le 2, mais en même temps, c'est peut-être pas vraiment le 2. C'est comme un soft reboot d'une certaine façon. Je sais que c'est très vague ce que je suis en train de dire là. Explique. C'est que le film de 2016, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été une catastrophe. Pas au niveau du box-office, mais quand le film était en préparation, bien là, on s'est rendu compte que DC, parce que c'est dans l'univers cinématographique de DC, tout ça, les films de DC avaient un gros problème à plaire aux spectateurs. Et là, à la dernière minute, on a tout changé le film. On a retourné des scènes. On a demandé à une autre compagnie qui n'était pas impliquée au départ dans la production du film de faire quelque chose avec le montage. Et ça a donné une espèce de film Frankenstein tout croche qui a été Suicide Squad en 2016. Mais grand succès, par contre, au box-office. Oui, l'argent était au rendez-vous. Donc, on a demandé au scénariste et réalisateur de ce film-là, David Ayer, comme tu sais, est-ce que tu vas en faire un autre? Et là, finalement, bon, il était attaché, finalement, il a fait d'autres choses. Et là, les studios ne savaient pas quoi faire. Qui est-ce qu'on peut prendre pour le remplacer? Et aussi, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va plaire au public? Parce que ça a été le gros problème de DC. On a approché toutes sortes de réalisateurs, dont Mel Gibson, entre autres. Oui, okay. Mel Gibson a été approché. Et finalement, en juillet 2018, le réalisateur James Gunn, celui qui a réalisé Guardians of the Galaxy, le 1, le 2, en juillet 2018, il était de l'univers Avengers. C'est ça, de l'univers Marvel. Marvel, oui, plutôt. Lui, en juillet 2018, était en préparation du nouveau Guardians of the Galaxy. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des vieux tweets de lui qui ont ressorti, des tweets un peu vulgaires, des jokes, mettons, de l'humour noir. OK? Et ça n'a pas bien passé, disons, mais c'est des trucs qui sont vieux de 10 ans dans une période de sa vie où ça n'allait pas très, très bien. Et qu'est-ce que Disney a décidé de faire? De couper, quoi? Non? Ils l'ont viré la même journée. La même journée dans les médias que ça s'est sorti. Ils l'ont viré automatiquement, même en pré-production. OK, on n'était pas encore en tournage, là, littéralement. C'est ça, mais le film était en préparation, donc tu peux imaginer combien de millions de dollars qu'ils ont perdu, le temps qu'ils ont perdu. Et là, de leur côté, DC, ça faisait très longtemps qu'ils voulaient avoir James Gunn. Ils se sont garochés sur lui au moment où Disney lui a montré la porte, puis ils lui ont proposé au début Superman. OK. Et là, il a dit non, pas Superman, ça ne me tente pas. DC a dit OK, bien, ce que tu veux. Tu sais, ta carte blanche, prends n'importe quoi de notre catalogue. Il a pris. Il a décidé de prendre The Suicide Squad et on lui a laissé carte blanche pour le film. Comme Harley Quinn dans ce film-ci, il n'était même pas obligé de la prendre. Même si techniquement, c'est un des personnages vedettes de l'univers cinématographique de DC. Parce qu'elle est l'âme de Suicide Squad. Là. Ah oui, je pense qu'il faut le dire. Là. Puis c'est une des plus charismatiques à l'écran. On la voyait dans le premier épisode, dans le premier film de la franchise. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on embrasse directement le film. J'ai trouvé qu'il y a toutes sortes de ruptures de ton dans ce film-là. On passe au côté un peu attendrissant. Là, il y a une mort. On passe à un côté rigolo. Il y a un mort. Mais c'est ça qui fait que le film est intéressant. Oui, et aussi qu'on a laissé carte blanche à James Gunn. James Gunn est l'âme vraiment de ce film-là. Ce gars-là, avant de faire du mainstream, il était avec la compagnie de production Trauma, qui font des films d'horreur gore, avec, de goût douteux, disons, là, mais très particulier. Et lui, il vient de là, donc de l'humour noir, tu sais. Très sarcastique. C'est ça. Moi, c'est un film que j'ai adoré. James Gunn, ça a été le film où il y a eu le plus de fun à faire parce qu'on lui a pas mis des bâtons dans les roues. On peut comprendre qu'avec Marvel, il y a un peu de liberté, mais
plus ou moins, Ouais. parce que c'est une énorme machine. C'est une machine à imprimer des billets d'argent. là. C'est ça. DC aussi, c'est une grosse machine, mais on laisse beaucoup plus de liberté. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film-là. Ce film-là, même si c'est un gros film à 180 millions de dollars de budget, c'est un film qui a une âme. Oui, puis moi, je te parlais des ruptures de ton. Oui. Les scènes de combat également. Hein? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien chorégraphié. Il y a, je trouve aussi, tu sais, les gadgets. John Cena, là, avec son personnage. Peacemaker. Oui. Avec son petit casque aussi qui... C'est ça. Ils ont été chercher des super vilains qu'on n'est pas habitué de voir, là. Des vieux super vilains qu'on a complètement oubliés. Et d'ailleurs, Peacemaker, la télésérie va sortir au mois de janvier sur HBO. Oui, parce qu'ils ont décidé de faire une espèce de spin-off télé de ça. OK, intéressant. Puis, ce que je trouvais aussi bien, c'est que, tu sais, tu parlais des vilains, justement. C'est une gang de vilains, finalement, qui sont réunis ensemble. Puis ça lance quand même ce message-là, sous fond de pandémie, qu'il y a peut-être, oui, bon du mauvais qui en est sorti. Là, on a vu chez certaines personnes, malheureusement, le moins bon côté de l'être humain. Mais c'est de même que les vilains, ou même... Si quelqu'un, par exemple, traverse une mauvaise passe, c'est toujours du beau. Non, mais tu sais, il y a quand même ce petit fond-là qu'on lance à travers le film qu'on peut y voir. Là. Bien, c'est ça. C'est sûr que, bon, c'est les héros de l'histoire, donc il ne faut pas qu'ils soient complètement méchants, mais on les humanise d'une bonne façon. C'est des gens, on comprend que c'est des marginaux, mais il n'y a personne de profondément méchant parmi ce groupe-là. D'anti-héros, là. Ils sont tous sympathiques d'une certaine façon. Et, tu sais, je prends Polka Dot Man, tu sais. Ouais. Ce personnage-là qui est apparu dans quelques BD, il y a très, très, très longtemps de ça, que James Gunn a été le rechercher avec King Shark. King Shark, oui, qui fait un peu cartoon, mais en même temps, c'est parfait. Totalement. Oui. Puis en anglais, c'est Sylvester Stallone qui fait la voix. Oui, qui fait la voix. C'est ça. Et ça a été très facile pour l'approcher. James Gunn a juste dit, hey, j'ai écrit un petit truc, je pense que tu serais bon pour, puis Stallone a une bonne expérience avec. Il a dit go, n'importe quoi. Et est-ce que tu t'attends à un troisième volet de la franchise ou en terminant? Je l'espère. Ce qui va se passer, je l'espère vraiment, là. La journée que DC a officiellement engagé James Gunn, le lendemain, Marvel a été le rechercher pour Guardians of the Galaxy Volume 3. OK. Donc, le film sort, je pense, en 2022. Réalisé, écrit par James Gunn. Pour ce qui est de Suicide Squad, j'espère tellement que ça va se faire avec lui aussi. Mais on peut comprendre qu'on est en temps de pandémie. Donc, un box-office de 166 millions... malgré un gros budget de 280 millions. Ouais, c'est pas beaucoup, là. Mais je suis pas mal sûr qu'en location, le film va se reprendre. Oui, exactement. Puis tu parlais de Marvel. Il y aura Spider-Man au mois de décembre auquel on pourra se reparler de l'univers Marvel. Très attendu. Denis Villeneuve aussi, le Québécois qui arrive avec Dune au mois d'octobre prochain. J'ai très, très hâte. Il y a eu de bonnes critiques à la Mostra de Venise début septembre. Ça aussi, ça va être sujet de conversation parce qu'on te garde évidemment encore une fois pour toute la saison. Nicolas Vincent Poirier, merci encore d'être là. Merci, Alex. Ratatouille, au rapport. Pigeon. Nanawe, encombre pas la radio. Merci beaucoup de participer à cette émission. Et d'ailleurs, vous pouvez nous acheminer vos suggestions, vos commentaires sur notre page Facebook, également notre site Internet. Content de vous lire en tout temps. Également, n'oubliez pas, les dimanches 9h30, Bingo TV Laval vous offre 4 000 $ pour cette semaine, dont 3 000 $ pour la carte pleine. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission.